Bonjour à vous tous, Madame la Secrétaire générale, Madame la Directrice de l'Agence française anticorruption, Mesdames et Messieurs les représentants de la Défenseure des droits, Mesdames et Messieurs qui êtes là ce matin. Demain, il sera, vous l'avez dit, Madame la Directrice, la journée internationale de lutte contre la corruption. Et je me réjouis donc à cette occasion, l'Agence française anticorruption ait décidé de dédier son colloque annuel aux mécanismes d'alerte et de signalement qui constituent, on va le voir, et vous le savez, des outils tout à fait privilégiés pour détecter les faits d'atteinte à la probité. Je voulais aussi d'abord remercier le ministère de la Justice et particulièrement son secrétariat général de bien vouloir accueillir ce colloque dans ses locaux. Vous savez que nous assurons avec donc, le ministre de la Justice la double tutelle de cette agence française anticorruption. Donc je m'exprime en lien avec Gérald Darmanin qui est actuellement en déplacement aux Antilles. Et nous sommes l'un et l'autre très convaincus qu'après tous les travaux, je vais y revenir, que nous avons lancés sur la criminalité organisée, évidemment, le sujet de la corruption sera un des grands sujets de l'année 2026 pour que nous puissions aller au bout de ce que l'action régalienne peut faire contre les trafiquants en tout genre et leur atteinte au fonctionnement essentiel de l'État. Par définition, la corruption est un phénomène caché, occulte, qui se développe dans l'ombre et dans le non-dit. C'est donc un phénomène insidieux, mais dont l'impact est ravageur à la fois pour la compétitivité de l'économie, pour la confiance dans l'action publique et plus généralement pour le pacte social. La première chose qui doit nous alerter, c'est la perception que les Français ont de la corruption, puisque 70% des Français estiment que le problème de corruption est répandu dans le pays. 5% des sondés déclarent avoir vécu ou été témoins d'un cas de corruption au cours des 12 derniers mois, et 13% déclarent connaître personnellement quelqu'un qui accepte ou a accepté des pots de vin. C'est 3 points de plus que la moyenne européenne, et c'est aussi 3 points de plus que ce qui avait été rapporté dans l'enquête de 2023. Le nombre d'affaires traitées par les services de police et de gendarmerie est lui aussi en augmentation, puisqu'entre 2016 et 2024, il a augmenté de près de 50%, ce qui peut signifier, évidemment, qu'il y a plus d'affaires, ou alors, c'est une meilleure nouvelle, qu'il n'y a pas plus d'affaires, mais qu'on en parle plus et qu'il y a davantage de plaintes. Mais cette augmentation des cas de corruption traduit également l'émergence de nouveaux risques, je le disais, notamment en lien avec la criminalité organisée, qui ne manque pas de moyens et qui en a donc besoin. En effet, pour un réseau criminel, corrompre, c'est à la fois un moyen de développer son activité et de se protéger. La corruption et la menace, évidemment, se combinent pour accéder à des lieux, à des informations, à des marchés de façon illégale, et les sommes, on le sait, sont considérables. Plus de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires selon l'OFAST. Vous avez peut-être vu Le Monde ce matin qui nous dit que c'est maintenant plus la cocaïne que le cannabis, qui se répartissent à peu près 80% de ces 7 milliards d'euros, et qui donne donc, vous l'imaginez, une puissance corruptive décuplée à ces réseaux criminels. L'AFA et l'ensemble des services de l'État, dont ceux de Bercy, évidemment placés sous mon autorité, la douane, Tracfin, la DGFiP, sont également, vous le savez, très mobilisés avec tous les services judiciaires, tous les services d'enquête, dans un combat de longue haleine pour que nous puissions lutter tout à la fois contre les trafics de produits illicites, mais aussi de lutter contre le produit du produit, c'est-à-dire l'argent que génèrent ces trafics. La récente publication le 14 novembre dernier de ce plan national pluriannuel de lutte contre la corruption concrétise et renforce, vous l'avez dit Madame la Directrice, l'engagement de l'État contre toutes les formes d'atteinte à la probité. Ce plan couvre la période 2025-2029 et il a été conçu en miroir des priorités de la politique publique, notamment en matière de lutte contre la criminalité organisée. Ce plan, vous l'avez sûrement, vous êtes des experts, regardé, contient un certain nombre de mesures qui sont des mesures, j'allais dire, de bon sens. Comment on renforce les échanges d'informations sur les risques et les bonnes pratiques entre les administrations les plus exposées, la police, la gendarmerie, les douanes, la justice, l'administration pénitentiaire. Comment on a un meilleur contrôle de l'accès aux différents fichiers régaliens pour s'assurer que des gens qui ne devraient pas les consulter matin, midi et soir eh bien, ne le font pas, ou alors s'ils le font, c'est que manifestement ils font autre chose de ces fichiers que leur propre travail. La détection des signaux faibles, la formation des agents, le renforcement de la vigilance anticorruption dans les plateformes portuaires et aéroportuaires, le screening, comme on dit, des agents occupant certaines fonctions sensibles. Bref, le plan prévoit une série de mesures pour renforcer la protection des services de l'État contre la corruption liée à la criminalité organisée. Mais plus globalement et au-delà des spécificités de cette criminalité organisée, le plan vise à mobiliser l'ensemble des acteurs de l'État,
des collectivités territoriales et des acteurs économiques pour lutter contre ces atteintes. Pour l'État, ce sont notamment pour développer davantage d'actions de prévention, mais également davantage de moyens de détection et de répression. Je pense que nous pourrions avoir en 2026 un grand plan consistant à rappeler aux agents publics qu'ils ne sont pas punis s'ils demandent de l'aide, mais qu'en revanche, ils pourraient être punis plus sévèrement s'ils perpétuent et qu'ils continuent à mener des actions où ils ont parfois été eux-mêmes victimes d'une forme d'emprise, mais qu'il faut qu'ils cessent. Concernant les collectivités territoriales, ce plan préconise une approche équilibrée, en clarifiant les règles, mais également en apportant plus d'appui aux élus et aux agents des collectivités. Concernant le secteur économique, ce plan prend acte, et je veux ici vraiment vous en remercier pour ceux qui représentaient nos entreprises, des grands progrès accomplis par ces entreprises quand elles sont grandes, mais le plan constate qu'il nous faut maintenant aider les entreprises plus petites à se protéger, et notamment en mobilisant mieux, comme on dit, les professions du chiffre et du droit, les experts comptables et les avocats notamment, pour que les petites entreprises soient plus vigilantes dans leur fonctionnement à l'apparition de nouveaux risques, et également pour que nous œuvrions davantage à une concurrence loyale et non faussée par la corruption. Ce plan, enfin, comporte un volet international très ambitieux, et vous savez que la France est souvent en première ligne, que ce soit à l'OCDE, j'en connais quelque chose, que ce soit au G20, bientôt au G7, qui aura, vous savez, pour présidence notre pays à partir du 1er janvier 2026. Bref, dans un monde où se multiplient les risques d'ingérence étrangère, il nous faut ne pas oublier que cette corruption peut dépasser les frontières, et d'ailleurs, elle est souvent de plus en plus transnationale, et bien sûr, les criminels, eux, ne se soucient que peu de nos frontières et de nos règles. Pour assurer donc la mise en œuvre de ce plan et son adaptation régulière aux nouveaux risques, le plan instaure un comité interministériel dont le secrétariat sera assuré par l'AFA. Et ce comité interministériel, ce n'est pas un comité de plus, mais c'est de s'assurer qu'il n'y a pas que le ministère de la Justice et le ministère des Comptes publics qui s'intéressent à la corruption, bien que l'ensemble des départements ministériels s'y intéressent et agissent. Vous savez que dans le cadre, par exemple, de la loi sur le narcotrafic, nous avons pris des mesures nouvelles dans le domaine du sport, qui est un domaine où il y a finalement beaucoup de corruption, et c'est relaté par la Commission européenne, notamment dans l'établissement de sa prochaine directive. Dans le domaine également d'un certain nombre de locations, de voitures par exemple, qui ne sont pas forcément les premiers domaines ou secteurs où l'attention se portait jusque-là. Alors, parmi les différentes mesures, je crois que vous êtes réunis pour toute la journée autour de la mesure numéro 34. Et la mesure numéro 34 vise, je cite, à renforcer les dispositifs d'alerte et à garantir la confidentialité de leur traitement. C'est donc le thème de vos travaux. Et effectivement, dans le domaine de la lutte contre la corruption, donner l'alerte est en effet souvent le seul moyen de mettre à jour des pratiques qui, par définition, se nourrissent du silence et de l'opacité. Alors, contrairement à la plupart des infractions en matière d'atteinte à la probité, la victime, c'est-à-dire la société tout entière, ignore son statut de victime. Et elle ne va donc pas porter plainte. Les faits restent cachés, souvent aucune enquête n'est même possible ni même imaginée. En revanche, s'il y a un lanceur d'alerte, eh bien c'est lui qui va pouvoir permettre de commencer à enquêter, et donc il a un rôle absolument fondamental. C'est la raison pour laquelle, en même temps qu'elle crée l'AFA, la loi Sapin II instaurait tant pour les entreprises que pour les administrations de plus de 50 salariés ou agents, ainsi que pour les communes de plus de 10 000 habitants, une obligation d'une mise en place d'un processus de signalement. Alors, dans les entreprises de plus de 500 salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à 100 millions d'euros, l'article 17 de la loi Sapin II fait de l'existence et du bon fonctionnement de ce dispositif l'une des 8 mesures du dispositif de prévention obligatoire et que l'Agence française anticorruption ne manque pas de contrôler. C'est également la loi Sapin II qui a créé en France le premier statut de protection des lanceurs d'alerte qui a été renforcé, vous le savez, en mars 2022 par la loi dite Waserman, du nom de Sylvain Waserman, député, vous savez, de l'Alsace, et qui avait beaucoup travaillé à trouver un point d'équilibre, j'y reviendrai, d'une loi votée à l'unanimité, comme quoi il existe dans notre pays des sujets qui rassemblent, et je crois que ça pourrait nous inspirer. L'existence d'un dispositif d'alerte fiable, connu des acteurs, et qui leur apporte des garanties de confidentialité nécessaires, est en effet un élément clé pour la prévention des atteintes à la probité. Ce droit d'alerte, vous le savez, n'a rien d'évident. Parce qu'en France, pour des raisons à la fois culturelles, mais également historiques,
On a pu beaucoup s'inquiéter de voir des dispositifs encourager la délation ou faciliter la tâche de ceux qui étaient inspirés par une volonté de nuire. Toujours peur que, évidemment, ces mécanismes soient plus des mécanismes de revanche, voire de vengeance, que des mécanismes de bonne foi. Je tiens à vous dire ici qu'il n'en est rien. En effet, le droit d'alerte s'inscrit dans la poursuite de l'intérêt général, qui plus est dans un cadre légal bien défini. Celui qui lance l'alerte n'est pas un délateur. En revanche, parce qu'il dénonce des faits d'atteinte à la probité, il se protège, et il protège éventuellement ses collègues, mais plus généralement, il protège l'organisation à laquelle il appartient, et donc plus généralement l'intérêt général. Comme le disait Sylvain Waserman en présentant sa proposition de loi, qui transposait donc dans notre droit la directive européenne, il disait que les lanceurs d'alerte s'attaquent parfois à des intérêts puissants, exposent leur vie et celle de leurs proches pour un combat qu'ils estiment juste et nécessaire de mener. Ils font donc progresser l'état de droit parce qu'ils révèlent des situations qui l'entravent et le fragilisent. Alors, 9 ans après la loi Sapin II, 3 ans après la loi Waserman, le rôle important des lanceurs d'alerte est désormais pleinement reconnu. C'est d'ailleurs devenu un vocable, non pas de la vie courante, mais chacun comprend bien ce que sont ces hommes et ces femmes qui lancent ces alertes. Néanmoins, où en sommes-nous concernant l'alerte anticorruption ? Eh bien, cette question concerne aussi bien les acteurs publics que les entreprises représentées ici. En effet, les administrations, les collectivités territoriales, les entreprises doivent et ont mis souvent déjà en place ces dispositifs d'alerte. Et donc, vous êtes-vous confrontés à la vraie vie ? Que faire et comment peut-on recueillir ces alertes, mais surtout comment peut-on les traiter ? En effet, créer un dispositif d'alerte, on voit à peu près à quoi ça peut ressembler. Encore faut-il qu'il soit connu et surtout qu'il, au-delà de la publicité suffisante dont il doit bénéficier, il faut que ce soit crédible. Rien de pire que d'inciter certains à lancer l'alerte s'ils sont convaincus qu'il ne se passera rien après. Et que s'il ne se passe rien, ils auront pris des risques pour qu'il n'y ait aucun résultat. C'est donc, au fond, un sujet pour que ces dispositifs d'alerte existent. Souvent, ils existent sur le papier. Néanmoins, il faut que leur fonctionnement soit efficace. Première chose intéressante, souvent, ces dispositifs d'alerte ont été placés dans le domaine des ressources humaines, notamment beaucoup en lien avec les situations de harcèlement. Pas exactement le cœur de ce que nous pensons être la nécessité de dispositifs de signalement sur les atteintes à la probité. Et puis donc, on le disait, faire connaître ces dispositifs, c'est très bien, mais dans un pays comme le nôtre, où l'alerte reste culturellement difficile, il faut que ce soit donc des dispositifs crédibles dans les suites qu'ils génèrent. Et donc, que chacun comprenne à la fois comment, évidemment, la confidentialité est garantie, mais également ce qui sera fait du signalement, et surtout en quoi il sera traité. Comment le lanceur d'alerte est accompagné, et comment il est accompagné pour montrer que l'alerte devient utile. Si un lanceur d'alerte, parce qu'il lance l'alerte, est vu comme utile, d'autres peut-être de ses collègues pourront se dire qu'ils ont eux aussi, au fond, un gain, et évidemment une incitation à faire de même. C'est pourquoi, on le voit bien, lancer l'alerte et avoir des processus de signalement est une première étape, mais il est absolument essentiel qu'il y ait des mécanismes solides d'enquête interne pour garantir la confidentialité, l'absence de représailles et surtout eh bien, qu'il y ait des actions qui soient prises après ces signalements. Je ne doute pas donc qu'ayant posé le cadre de vos échanges, vous allez pouvoir collectivement, je l'espère, trouver des idées communes pour avancer. Je sais également que vous consacrerez une partie de votre après-midi, évidemment aussi à la protection des lanceurs d'alerte, et je veux ici remercier le rôle des alertes, notamment parfois externes, qui passent par des représentants ou qui émanent des représentants de la société civile, d'ONG, de journalistes, et je suis heureuse de saluer les représentants qui s'exprimeront cet après-midi. Pour vous donner quelques éléments chiffrés, l'augmentation considérable des affaires signalées à l'AFA est réelle depuis quelques années, 400 environ en 2023 et plus de 2200 en 2025. Là aussi, quantité n'est pas toujours qualité. Seuls 10% de ces 2200 ont été vraiment exploitables, c'est-à-dire suffisamment qualifiés, avec suffisamment de détails pour que l'Agence française anticorruption puisse en saisir et, le cas échéant, le signaler au procureur de la République, aux juridictions financières ou, à minima, aux autorités administratives, c'est-à-dire aux inspections ou aux déontologues. Je remercie ainsi la défenseure des droits de vous avoir, Madame, envoyée parmi nous ce matin, puisque, évidemment, la protection de ces lanceurs d'alerte est essentielle
Et c'était un des éléments clés d'ailleurs de l'équilibre trouvé à l'Assemblée nationale pour que cette loi passe à l'unanimité, que d'accorder une protection effective au bénéfice des seuls comportements vertueux. Et donc vous avez notamment ce rôle de pouvoir être gardienne de cet équilibre. Et votre rôle et donc votre témoignage sera, je crois, tout à fait essentiel. Cependant, et je conclurai là, si la loi Waserman renforce la protection du lanceur d'alerte, les mesures mises en place sont essentiellement destinées à le protéger contre des représailles ou un licenciement abusif. Elles présentent donc un caractère principalement civil, et nous pourrions nous interroger sur la manière potentiellement d'étendre cette protection, puisqu'on le sait, la violence et les menaces qui caractérisent la criminalité organisée et le trafic de produits stupéfiants, eh bien, peut appeler à un niveau de protection supérieur, garantissant totalement la confidentialité des signalements, protégeant leur intégrité physique et celle de leur famille. Et nous savons combien à Marseille, il y a encore quelques jours, le simple fait de s'afficher résolument contre la criminalité organisée et le narcotrafic a eu les conséquences humainement et collectivement désastreuses. Et je veux ici évidemment qu'on pense à la famille Kessassi. Ces dispositifs efficaces existent pour protéger les lanceurs d'alerte en tant que témoins, mais aussi demandent une mise en œuvre tellement lourde qu'elle peut être dissuasive. Si je parle, si c'est pour me retrouver avec, vous voyez, les policiers partout, est-ce que j'ai intérêt à le faire? Si je parle et que j'expose ma famille, ai-je intérêt à le faire? Et c'est là qu'on passe de la corruption invisible à des comportements qui parfois tournent au comportement mafieux. Et nous savons ce que cela a coûté à certains pays de s'engager résolument contre ces réseaux, contre ces pratiques. Et surtout, ce que vous voyez, c'est l'importance de la société. Les individus seuls, s'ils ne sont pas soutenus par la société, évidemment, assez vite, eh bien, désespèrent, s'arrêtent, et donc, au fond, laissent prospérer les comportements les plus déviants. Vous allez donc traiter de différents aspects de cette alerte anticorruption. Je souhaite que ces travaux puissent être fructueux. Donner de l'alerte n'est jamais facile, et il faut donc souligner le courage de ceux qui acceptent de ne pas détourner les yeux face à des comportements contraires à notre probité, à notre éthique, à notre intérêt général, et qui souvent prennent des risques pour les dénoncer. Les protéger est indispensable. C'est le devoir de l'État, car ils nous aident ainsi à protéger non pas seulement eux-mêmes, mais également la démocratie. Je vous souhaite donc un travail très fructueux et vous remercie de vos engagements sur ce sujet évidemment décisif. Je vous remercie.